Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir David et Michel pour nous parler aujourd'hui des traditions et œuvres d'art en Afrique. Tout d'abord, on commence par Michel. Bonjour Michel, comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais d'autant mieux quand j'ai la possibilité de parler d'un sujet qui est tellement important pour nous deux, depuis tellement d'années. Voilà. Et donc, tout va bien, tout va très bien. Merci. David, bonjour, comment vas-tu? Bien. Moi, ce que je dirais, c'est que notre intérêt pour l'art concerne profondément l'Afrique, parce que le jour où on reconnaîtra combien il y a des œuvres d'art majeures en Afrique, on reconnaîtra la place des Africains dans le monde. Absolument. D'accord, merci. Ça fait combien de temps que vous pratiquez les traditions et œuvres d'art en Afrique? Alors, l'Afrique venait chez nous bien avant que nous nous intéressions aux arts d'Afrique. Ah ouais. Nous étions étudiants avec des amis africains qui avaient besoin à l'époque d'amitié en France, parce qu'on était tout juste au lendemain de la période coloniale. Il y avait énormément de préjugés et voire pire, et donc nous avons noué des relations amicales très importantes qui ont duré des années. Et à l'époque, nos amis africains, avaient des difficultés à voir leur passé. Si bien qu'il y avait presque un rejet des objets qu'ils avaient tendance à considérer presque comme des vieilleries du passé, et ils rêvaient d'être, c'était l'époque du rêve panafricain, hein. Ils rêvaient d'un monde moderne, d'une Afrique nouvelle, etc. Pour nous, deux choses ne sont pas contradictoires, mais nous devons admettre que ce n'est que peu à peu, et avec eux, que nous avons ouvert les yeux sur l'art du passé. Avant de commencer cette émission, vous avez visionné en fait la dernière émission de notre chaîne Focus TV France, et dans l'émission La Voix de la Spiritualité, on avait parlé de la tolérance. Vous en pensez quoi de ce sujet? Nous avons vu, j'ai visionné cette émission, et je trouve que c'est un bon travail de s'attaquer à ces questions-là, aux questions de préjugés, aux questions d'ouverture. J'ai seulement j'aurais choisi un autre titre, parce que tolérance, ça fait penser à quelque chose de très difficile, de très douloureux, et on parle de tolérance soit quand la personne est incapable de communiquer avec l'autre avec une rigidité, un enfermement personnel, soit quand l'autre représente un véritable danger. Et pour nous, non, la relation avec l'autre, au contraire, est un plaisir, est un enrichissement. Et de ce point de vue-là, je dirais la même chose pour l'art. L'art, quand on arrive à voir vraiment la beauté des choses, c'est un plaisir et un enrichissement de l'humain en nous. Et quel serait le titre que vous allez choisir, en fait, si ce n'est que la tolérance? L'ouverture aux autres. Ouverture aux autres. Ah ben bon, on va débattre ça un de ces quatre, parce que bon, c'est votre métier d'ailleurs. Vous travaillez dans le cerveau des gens. Et toi, Michel, tu veux dire quelque chose? Non, pas particulièrement. Tu as vu que le mot enrichissement, sans en avoir parlé, est sorti spontanément de nous deux. C'est curieux, non? Non, c'est vrai. Bon, ça me fait plaisir que tu as regardé en fait cette émission, et on est toujours en fait dans la suite. Bon, tu as l'occasion de le voir. Oui, bien sûr, oui. Et toujours pour continuer dans les traditions et œuvres d'art en Afrique, vous parlez d'art au sujet d'objets africains, et pourtant, il était fait dans les cultes traditionnels et pas dans un but esthétique.
Comment tu expliques Ah oui. Là, vous posez une question qui a traversé la France, je dirais violemment, pendant les années 90, lorsque l'État français a décidé d'ouvrir un musée dans lequel il y aurait une part importante pour l'art africain. Les réactions ont été, chez certains qui avaient un mépris post-colonial, mais c'est primitif, etc., etc., mais chez d'autres qui étaient de bonne volonté, c'était on est en train de transformer des objets qui étaient destinés à des cultes, à des traditions religieuses, en une sorte de conception occidentale de l'art. Et j'avais fait un article dans une petite revue à l'époque pour faire remarquer que dans tous les siècles, pendant des millénaires, les humains, les artisans, artistes, ont créé pour leur foi, pour leur divinité, que ce soit en Égypte, que ce soit en Grèce, que ce soit dans toute l'Italie jusqu'au XVIIIe siècle, dans toute l'Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Donc la création s'est faite pour les divinités, les dieux, leurs croyances, les religions, les cultes, etc. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que ça se soit passé en Afrique, mais ça n'a pas empêché aux artistes d'essayer pour leur foi, souvent, d'essayer de se dépasser, de faire le plus fort possible, le plus beau possible, le plus expressif possible. Et Michel, tu veux rajouter un truc? Je sens que tu... Non, mais je partage complètement, parce que bon, on en a parlé, et puis que c'est un problème important. On s'est opposé à l'époque, David ne le dit pas, on s'est opposé au musée de l'homme. Attention, parce qu'il y avait des pièces que nous souhaitions mettre, que ce soit au Quai Branly, et que le musée de l'homme refusait de nous donner. Et oui, il y avait une conception véritablement, même de la direction du musée de l'homme, qui était une conception très, je dirais, bon, qui n'est pas la nôtre, qui ne peut pas être la nôtre. Et qui d'ailleurs ne tient pas compte, David dit, de tout temps, et c'est vrai, parce que quand on regarde, il y a eu même, je dois dire que ça doit le faire réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a eu à certaines époques des commandes de l'Église, et qui étaient adressées à des grands peintres de l'époque, et qui, le peintre se mettant complètement dans l'œuvre, eh bien, n'était pas accepté par l'Église. Vous comprenez? Et notamment, il y a un très grand tableau qui se trouve actuellement au Louvre, qui s'appelle La Dormition de la Vierge, et qui n'a pas voulu être payé par l'Église pour ça, pour cette question, parce que au moment où le Caravage a fait cette œuvre, il s'est surpassé, disons, il en a fait une œuvre d'art. Et pas simplement ce qu'en attendait l'Église. Voilà. Et pendant que tu parles d'Église, parce que ça m'est venu à l'esprit, c'est rare qu'on voit à l'Église même qu'il y a pas mal de statues ou de tableaux. C'est rare de voir des statues comme vous avez là, des statues africaines. Il n'y en a pas dans les églises, je pense. Les églises européennes, dans les églises européennes, il n'y en a pas. Ça fait partie des préjugés, des retards. Oui, ça fait partie des préjugés, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais tu penses quoi là-dessus? On le regrette. On ne peut pas dire, il y a une ouverture qui ne se fait pas non plus. Pour revenir quand même à l'art africain, lorsqu'on a dit ils ont fait ça pour leur culte, de nombreux ethnologues ont prétendu que les Africains n'avaient pas le sens esthétique, n'avaient pas le sens du beau.
ce qui est une sorte de résidu, de préjugé post-colonial, ce serait le seul peuple, les seuls peuples qui n'auraient pas le sens du beau. Or, on sait combien les Africains, quand on voit de près, quand on connaît l'histoire, combien ils sont efforcés chaque fois de faire le plus beau possible, y compris pour leur culte. Et surtout, tout ce qui est beauté ou amour est relatif. Mais est-ce que ce n'est pas une arrogance intellectuelle ou autre? Alors, c'est une question avec laquelle je ne te suivrai pas tout à fait. Parce que on nous oppose que, oui, le beau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question personnelle, une question subjective, etc. Alors, pour une part, nous pouvons être influencés personnellement par notre histoire, être plus sensibles à telle et telle chose, à telle et telle expression pour des raisons personnelles. Mais il y a une subjectivité universelle, et ce n'est pas par hasard que certaines œuvres touchent dans le monde entier, quelle que soit leur culture. Nous avons une subjectivité humaine partagée, en plus de notre subjectivité personnelle. C'est beau ça. Tu veux rajouter un truc? Non, je veux rajouter, parce que ça renvoie effectivement à un partage, c'est-à-dire ce qui serait, et longtemps on a dit que l'Afrique faisait essentiellement des choses utilitaires, c'est-à-dire de la poterie, des tabourets, etc. etc. Mais il y a une absurdité là-dedans, parce qu'on commence par des choses simples, peut-être, et au bout... Pardon, tu n'es pas d'accord avec ça? ou même des pipes, par exemple. Longtemps, on n'a pas considéré que ça pouvait être des choses artistiques. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir quelque chose de différent que le côté simplement usuel. Et donc les choses se sont transformées, et aujourd'hui, y compris dans les tabourets, dans les pipes qui ont été faites au début, des choses qui relèvent quand même de l'esthétique, de la recherche de plus en plus esthétique. Voilà. Et David, sur les marchés, dans les foires, on voit souvent des objets africains à des prix qui n'ont rien à voir avec des millions d'euros qui sont atteints dans les grandes ventes publiques. Pourquoi cette différence? Ouais. Tout à fait. La valeur sur le marché n'est pas, en général, liée absolument à la qualité artistique. Elle est liée à beaucoup d'autres choses. Par exemple, pour l'art africain, étant donné que beaucoup de clients, on va dire, grande partie de la population ne sait pas, a des difficultés à voir, à reconnaître la différence entre un objet banal, répétitif, conformiste aux traditions, et un objet créatif et très expressif. La plupart des gens, pour le moment, ils arrivent dans d'autres domaines. Ils arrivent à faire une différence entre un film réussi, fort, et un film nul. Et ils arrivent à faire une différence entre une belle chanson et du yéyé sans intérêt. Et ils arrivent à reconnaître une bande dessinée de qualité. Mais pour l'art africain, ils n'en sont pas encore là. Et donc, du coup, ils demandent des critères, ce qu'on appelle des critères. C'est-à-dire, à quoi reconnaît-on qu'une œuvre est valable? Alors, ça va être le pédigré. Ah, c'est parce qu'elle a appartenu à André Breton, ou à Picasso, ou à tel grand capitaine d'industrie, ou à tel grand politique. Ah, donc elle a une grande valeur parce qu'eux, ils devaient savoir choisir. En réalité, quand on regarde les pièces choisies y compris par de grands artistes au début du XXe siècle, on s'aperçoit qu'ils découvraient des formes, une culture nouvelle, et ils étaient éblouis parce que c'est une culture nouvelle, mais dans cette culture qu'ils découvraient, les premiers objets étaient des objets qu'aujourd'hui on considère comme peu créatifs, parfois même médiocres par rapport à des choses qu'on a vues depuis et qui sont des grandes créations de l'art africain. Dans notre émission La Voix de la Spiritualité, et notre sujet, les traditions et œuvres d'art en Afrique.
David, on a d'abord parlé d'art primitif et maintenant on dit art premier. Vous en pensez quoi? Enfin, tu en penses quoi? Parce que là... Je suis en désaccord avec les deux, je vais expliquer pourquoi. D'accord. Art primitif, on voit bien les préjugés qu'il y a derrière, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de commenter davantage, tout le monde sera d'accord, c'est une honte d'avoir appelé un art d'une grande culture primitif. Bon, art premier, on a essayé de le remplacer par art premier. Mais art premier, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les artistes n'ont pas eu de formation, qu'ils sont spontanés, sans formation. Ce n'est pas vrai. Toute l'histoire des ateliers africains montre que ça a été des ateliers extrêmement exigeants, avec des apprentis qui sont formés à la dure, à l'art, ils avaient des maîtres qui étaient en concurrence, et on ne peut pas dire qu'ils étaient non formés. Je veux dire qu'on voit que certains ateliers dans certains pays d'Afrique étaient plus exigeants dans la qualité de leurs participants, de leurs artisans, artistes, plus exigeants même que certaines académies de certains pays d'Europe. Donc ne disons pas que c'était premier, ils étaient formés, ils étaient expérimentés, et ce n'est pas du tout un art premier. Donc nous avons, et la tendance petit à petit s'instaure de ne pas parler même de l'un ou de l'autre, d'un art africain en général, parce qu'il y a tellement de cultures différentes en Afrique, on dit les arts d'Afrique. Et dans ce cas, on va dire l'art de telle culture. L'art baoulé, l'art chokwe, l'art louba, etc. On va dire l'art de telle culture. Et pas d'art premier, et encore moins d'art primitif. Une honte. Et donc, à ton avis, les arts d'Afrique sont un véritable sommet mondial? Alors justement, j'ai commencé à parler des ateliers. On peut poser la question à n'importe qui s'intéresse à l'art dans le monde. Est-ce que vous avez réfléchi aux raisons pour lesquelles l'art italien, pendant tant de siècles, a représenté un phare mondial, a produit tant de grands artistes, tant de chefs-d'œuvre? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Pourtant, la réponse est simple. Chaque petite ville, chaque grande ville avait de nombreux ateliers. Dans les ateliers, il y avait des compétitions entre chaque artisan, chaque artiste, pour faire mieux que le voisin. Il y avait des concurrences entre ateliers pour convaincre les clients, que cet atelier... Et donc, dans une compétition comme ça, on se dépasse, chacun cherche à inventer quelque chose de plus expressif, de plus fort que l'autre, pour convaincre. Et cette rivalité à l'intérieur entre les artistes et cette compétition entre les différents ateliers à l'échelle de tout un pays a développé un art très avancé qui a servi de modèle dans toute l'Europe pendant des siècles. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? En Afrique, ce n'est pas chaque ville qui a plusieurs ateliers. Les villages ont un atelier. Dans presque toute l'Afrique subsaharienne, le moindre village a un atelier, en concurrence pour convaincre le roi d'à côté, pour convaincre les notables. Cette compétition se passe dans une surface beaucoup plus grande que l'Italie, puisque ne serait-ce que la seule République du Congo est à peu près 8 fois la surface de l'Italie. Alors, si on parle de tout le continent, vous imaginez combien ce travail artistique, cette dynamique artistique s'est produite, et de façon diversifiée, par des voies différentes, parce qu'il y avait une distance entre les différents peuples, une distance géographique. On communiquait moins qu'on ne communiquait entre l'Italie et la Hollande et la France au XVIIe siècle. En Afrique, il n'y avait pas autant de communication. Donc ça a été des voies indépendantes, différentes, inventives. Et donc il n'y a pas d'exemple dans le monde
d'un continent qui a eu autant de pistes inventives et autant pendant des siècles une telle compétition pour développer des œuvres. Le problème, c'est qu'il faut encore du temps, visiblement, pour que à l'échelle mondiale, on perçoive à quel point il en est issu des œuvres fortes, des grands chefs-d'œuvre. Et pourquoi y a-t-il peu de gens qui s'en rendent compte selon toi? Voilà. Pourquoi y a-t-il une difficulté? Il y a plusieurs raisons. Bon, je vais dire que, même si ça s'améliore en France, on va dire, il y a quand même des restes de préjugés post-coloniaux, c'est-à-dire que comment ils ne sont pas capables de, etc., etc. Bon, on passe là-dessus, il y a des raisons beaucoup plus universelles chez les humains. C'est que il n'est pas facile d'ouvrir les yeux, de percevoir la richesse dans une culture dans laquelle on n'est pas familier. Nous sommes, nous disons, prisonniers de notre propre culture. Nous employons le mot formaté par notre culture. Et donc, nous savons apprécier des choses dans la musique classique européenne, dans la peinture européenne, encore que ce n'est pas le cas de tout le monde, même chez nous. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas la fréquentation des musées de peinture disent « les peintures, ça ne me parle pas etc. Pourquoi y a-t-il tant de monde qui sait voir la différence entre un film et un autre, la qualité d'un film? Parce que nous sommes dans l'audiovisuel depuis notre enfance. Pourquoi dans la chanson, n'importe qui est capable de dire oh, cette chanson elle est nulle, tandis que cette chanson elle est magnifique. Parce que nous baignons dans un monde depuis notre enfance de musique contemporaine, de chansons, etc. Et par contre, être capable dans un univers qui nous est étranger de sentir la force des choses, ça demande une familiarisation importante. On a le même problème, même dans nos pays, par rapport à l'art contemporain. L'art contemporain, tant de gens vont voir le galeriste du coin en disant dites-nous quelle est sa valeur, dites-nous si c'est beau, parce qu'on n'est pas capable de le voir. Parce que c'est nouveau, parce que ça prend du temps pour s'intégrer dans une culture et commencer à voir la différence entre quelque chose de banal, de répétitif, et quelque chose d'inventif, de créatif. Et du coup, les gens qui achètent des œuvres africaines, la plupart des amateurs, hélas, regardent « Ah, j'ai déjà vu ça dans un musée, et donc je vais acheter une chose qui ressemble à ce que j'ai vu dans un musée. » Mais dans un musée, on vous met des œuvres qui sont représentatives d'une culture, donc qui sont classiques dans une culture. Mais les grandes œuvres sont faites par un individu qui se différencie de sa culture, qui est parfois même isolé dans sa culture, qui sort des choses qui sont en rupture très souvent avec ce qui sont les modèles les plus classiques et les plus courants. Et de ce fait, il y a peu de gens qui savent apprécier avant parfois des décennies ou des siècles Van Gogh ou tel autre artiste. Picasso, dont les gens disaient mais ma fille qui a 6 ans, elle en fait autant. Exactement. Donc avant que Picasso ressorte du bois pour être reconnu, bien évidemment, il y a eu effectivement, il y a eu énormément de Picasso, voilà. C'est-à-dire ah non mais ma fille fait la même chose. Voilà. Ça a été un vrai moment contre Picasso. Il a fallu qu'il se batte. Il a fallu que la société se pénètre de ce qu'il montrait. Alors, il y a quand même une chose aussi, pour revenir à l'Afrique, c'est qu'il y a un problème, le problème est qu'il y a peu d'écrits et il y a peu de communication. David a raison de souligner l'exemplarité des ateliers.
Il y a énormément d'ateliers, il y a des ateliers qui sont aujourd'hui reconnus, qui sont même dans les bouquins, celui de Quayap en particulier, qui a fait une chose que je pourrais vous montrer, une très très belle statue, mais il n'y a pas de communication facile, il n'y a pas d'écrit entre les ateliers de tel village et les ateliers de notre village, etc., etc. Là, David vous parle de l'Italie, mais il y a une concentration et il y a des échanges qui n'ont rien à voir avec le continent africain. Et il y a eu les livres d'art. Les livres d'art. Et il y a eu les livres d'art. Pour se former à l'œil. Pour se former. Et les musées. En parlant de livres et les écrits, est-ce que tu peux nous faire une démonstration par rapport à ces statues? Tu peux nous expliquer? Alors, des exemples de statues. Moi, je proposerais, Michel, il y a une statue que tu aimes beaucoup. On passe à la... Oui. Une statue que tu aimes beaucoup, c'est la Louloua. Tu veux pas qu'on la mette? Oui. Est-ce qu'on peut se déplacer? On va... Attends, la Louloua.